Bienvenue pour cette première conférence là qu'on fait sur la seconde édition d'Orline. On va voir un peu ce que ça donne. Là, pour ce matin, c'est Lozatal, donc qui est maître de jeu là sur des parties dans le festival, qui va nous présenter un peu comment lui il écrit des scénarios et les conseils qu'il peut donner pour les gens qui aimeraient essayer de se lancer. Je crois qu'il y en a pour une petite demi-heure et puis après on passera aux questions, il y aura des petits échanges. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans conférence ou directement sur le Twitch. On essaiera de jeter un œil et on y répondra à la fin. Donc moi je vais passer la main à Lozatal. Bon courage à lui et puis amusez-vous bien. Eh bien du coup, comme le disait John, donc moi c'est Lozatal, je suis MJ depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai principalement joué sur Pathfinder, j'ai fait un tout petit peu de Donjons Dragons, de Shadowrun, de Five and Sense, et puis d'autres jeux de rôle un peu plus exotiques. Et j'ai quasiment fait que de la masterisation. Je précise parce que certains ont des parcours un peu plus comment dire, joueur ou un peu plus équilibré. Non, moi j'ai vraiment quasiment que fait de la masterisation et quasiment tout le temps uniquement des scénarios maison. Il y a que depuis peu que je me suis mis à des scénarios qu'on peut trouver dans le commerce. Et je me suis quand même beaucoup renseigné sur la question. Alors je dis pas ça pour dire que je m'y connais à fond, loin de là, mais j'ai une connaissance du coup qui est empirique, que j'ai acquis par moi-même. Du coup, cette conférence, elle va se dérouler en 3 temps. Il va y avoir le premier temps où je vais faire donc une présentation de comment je fais des scénarios et quelques conseils qui vont aller avec, qui vont de pair pour vous aider à mieux les écrire. Et ensuite, je vais tenter, hein, je précise, vous créer un scénario avec vous. Donc, vous allez pouvoir me donner des éléments par rapport à ce que vous aurez vu dans la présentation. Et on va essayer de créer un petit fil conducteur de scénario ensemble. Donc ça devrait durer 5-10 minutes grand maximum. Et oui, on peut créer un scénario en 10 minutes, même pas. Et après, il va y avoir toutes les questions-réponses où vous pourrez vous amuser. Donc c'est parti. Alors, pour cette présentation, on va développer 3 choses qui sont pour moi primordiales. On va avoir les modèles, donc là on va voir ce que c'est juste après. Les structures, ça va être tous les plans un petit peu narratifs que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos scénarios. Et enfin, comment écrire tout ça. Alors c'est parti. Les modèles, ça va être les questions que vous allez vous poser avant même de commencer à faire un scénario. Du coup, on a plusieurs types de scénarios qu'on va pouvoir faire. Et qu'il faut se poser la question, est-ce que notre scénario c'est un one-shot ? C'est important parce qu'un one-shot, ça va durer qu'une seule séance, donc il faut que l'intégralité du scénario tienne en une séance, ou peut-être 2 grands max. Donc par exemple, la table 1 n'était plus un one-shot à ce stade. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que notre scénario est une suite ? C'est con à dire, mais une suite n'a pas forcément besoin d'une introduction, puisque l'introduction c'était le scénario d'avant. Ou peut-être qu'elle en a besoin, ça dépend. Mais en tout cas, il faut se poser cette question. Est-ce que notre scénario, ça va être une introduction, mais pas une introduction au mode où on présente les personnages, une introduction où on découvre l'univers, on découvre les règles, où des joueurs viennent découvrir pour la première fois. C'est important parce que ça va déterminer un petit peu le niveau de difficulté, peut-être éventuellement les règles que vous allez modifier, et l'implication dans l'histoire, dans la grande trame narrative. Est-ce que votre scénario est un interlude ? C'est-à-dire que, en gros, c'est un scénario qui se case entre 2 scénarios où il ne se passe pas grand-chose. C'est typiquement la partie où il va y avoir des achats avec un commerçant, où ils vont commencer à se dire « Tiens, et si je construisais une guilde ?» Mais ma foi, pourquoi pas ? Ensuite, on va avoir des scénarios ouverts, fermés. Alors, ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'on laisse la possibilité aux joueurs ou pas d'avoir et de décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire ? C'est-à-dire, par exemple, quand vous écrivez votre scénario, vous ne donnez pas assez rapidement un objectif clair et défini de ce qu'il faut faire dans cette aventure. En fait, c'est les joueurs eux-mêmes qui vont décider, ils vont se dire, tiens, voilà, on est dans une ville, et tiens, par exemple, j'ai envie de créer une guilde, et donc l'aventure va se faire au fur et à mesure autour de cette fameuse création de guilde, mais c'est une décision qui sera faite en jeu. Donc difficilement prévisible, évidemment. Ensuite, on va avoir des scénarios réactifs, non réactifs. Alors, idéalement, tout le monde dira que ouais, mais il faut faire des scénarios réactifs. Mais en vérité, c'est un peu plus subtil que ça. Ce que j'entends par réactif, c'est à quel point les actes de vos joueurs vont influencer le monde autour d'eux et à quel point le scénario va le prendre en compte. Donc, un scénario non réactif,
c'est typiquement ceux qu'on trouve dans le commerce. C'est-à-dire que peu importe ce que font les joueurs, à part mourir, le scénario va se dérouler tel qu'il est écrit. Tandis qu'un scénario réactif, tout peut arriver, absolument tout. Ensuite, il faut aussi se poser la question du niveau de compétence. Donc le niveau de conscience, c'est le fameux histoire de comment les personnages vont connaître un petit peu le monde qui les entoure. Donc c'est souvent corrélé au niveau des personnages dans les jeux à niveau. C'est-à-dire que les niveaux 1, en général, ils vont plutôt tuer des gobelins, tandis que les niveaux 20, ils vont aller massacrer du dragon pour qui menace de détruire le monde. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de puissance ni de connaissance du monde. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte, puisque un personnage qui est niveau 20, s'il est niveau 20 en ayant eu toute l'aventure qui l'a amené niveau 20, n'a pas la même conscience du monde, ne saura pas agir avec son univers de la même manière qu'un personnage qui débute directement niveau 20 dans le monde. Parce qu'il ne connaîtra pas les PNJ, il ne connaîtra pas les différentes factions qui sont en jeu, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte quand vous faites vos scénarios. Est-ce que mes joueurs ont un niveau qui correspond à ce qu'ils sont censés avoir? Par exemple, j'avais eu une fois une partie où on était globalement niveau 5 et le scénario partait du principe que, bah oui, en fait, on connaît l'univers. Sauf que, bah non, on ne connaissait pas l'univers. Ce qui fait qu'on a mis, en termes de jeu, plusieurs jours à faire quelque chose que si on avait eu le bon niveau de puissance, donc c'est-à-dire que si on avait vécu l'aventure dans les environs, on aurait passé 2 heures. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui change énormément la construction du scénario. Alors ensuite, on va avoir le genre. Alors là, j'en ai découpé 3, il y en a plus évidemment, mais c'est juste parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc, on a aventure, enquête et héroïque. Alors j'ai séparé héroïque d'aventure, je vous expliquerai juste après. Donc l'aventure, c'est le truc un petit peu typique de la plupart des jeux de rôle, ça, on va dire sauver un village, tuer un monstre, explorer quelque chose, voilà. C'est vraiment le côté classique, le gars qui sort de chez lui et qui va faire des actions, pas forcément incroyables, mais en tout cas qui va aller un petit peu découvrir le monde. On va voir le scénario d'enquête. Donc là, typiquement, c'est trouver quelque chose. Donc ça peut être un objet, ça peut être un meurtrier, ça peut être n'importe quoi, mais il faut trouver. Donc ça va impliquer souvent énormément de RP et beaucoup moins de combats. Ensuite, on va voir le scénario héroïque. Alors là, je l'ai vraiment séparé parce que c'est pas la même échelle. On est en général sur une quête initiatique, on va être souvent sur des scénarios qui vont avoir une très grande envergure, où le monde entier, ou en tout cas une région, va être impacté. Ce qui signifie que ça ne s'écrit pas du tout de la même manière qu'une simple aventure. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, sur l'aventure, écoute, tu vas aller tuer le monstre qui traîne dans le coin, et tu vas aller vaincre la liche qui menace de détruire le monde. On n'est pas du tout sur le même rapport. Ensuite, au niveau des thèmes. Alors, les thèmes, c'est un petit peu un truc fourre-tout. C'est ce qui va vous aider à garder une cohérence dans votre scénario et qui va vous aider aussi à définir ce que vous voulez y mettre. Donc, on va avoir les thèmes, on va dire, généraux, on va avoir science-fiction, médiéval, fantastique, etc. Ça, c'est ce qui va définir un petit peu le cadre de votre aventure. Ensuite, on va avoir toujours dans les thèmes, est-ce qu'on veut mettre des dragons, est-ce qu'on veut mettre des Jedi, des Sith, des Rancors, des je sais pas quoi. Bref, vous mettez dans cette case-là un petit peu toutes vos idées qui vous passent dans la tête. Tiens, par exemple, je veux une sorcière, boum, vous mettez ça là-dedans. Ça va vous aider en fait à avoir, ça va être votre pioche à idées qui va venir alimenter votre scénario ensuite. On en a fini pour les modèles. Et maintenant, on va s'attaquer enfin au truc le plus intéressant pour tout le monde, la structure, donc c'est-à-dire les plans qui vont vous servir pour créer vos histoires. Donc c'est parti. Le plan de l'aventure. Alors, j'en ai fait une découpe un petit peu grossière, mais simplement en la suivant, vous pouvez déjà aboutir à énormément de scénarios, vous pouvez me croire. Donc on va voir l'introduction. Pendant l'introduction, ça va être la présentation des différents personnages, s'il y a besoin, plus la problématique. Donc on va expliquer, voilà, c'est quoi en fait la quête. Ensuite, on va avoir un voyage qui peut avoir lieu, qui peut être plus ou moins long en fonction de si notre aventure c'est une campagne ou juste un scénario, un petit one-shot. Ensuite, on va avoir une phase de découverte où on va découvrir le lieu, tous les enjeux qui sont en rapport avec ce lieu ou qui sont en rapport avec la quête ou les différents personnages. Éventuellement un voyage qui nous amène au sous-boss, qui va nous permettre, alors il peut y en avoir plusieurs, qui va nous permettre de résoudre les enjeux secondaires. Ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, quand je parle de sous-boss, c'est pas forcément un ennemi. Ça peut être simplement une porte qui bloque.
littéralement. Et ensuite, on va avoir la résolution. Donc là, on va avoir le vrai boss et la résolution de la problématique qu'on a eue en introduction. Et après ça, en général, ça va être juste la phase où bah, bravo, vous avez gagné, le peuple vous remercie, etc. Enfin, la partie, on va dire, après. Ensuite, le scénario d'enquête. Alors, je sais que le plan à droite a l'air un petit peu étrange, abscon, et vous inquiétez pas, ça va devenir beaucoup plus clair. Dans la structure narrative d'un scénario d'enquête, on va d'abord avoir la phase d'introduction. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire présentation des différents personnages et présentation de la problématique. Ensuite, on va avoir une succession d'indices qui vont être souvent liés à des scènes. On va avoir éventuellement des conflits qui peuvent entraîner des petits peu de baston, histoire d'alterner un petit peu le rythme, histoire que ce soit pas forcément que RP, parce qu'il y en a peut-être qui aiment plutôt le combat, donc ça permet de mixer un petit peu. Et enfin, la résolution, on comprend ce qui se passe et on résout le problème. Alors pour créer un scénario d'enquête relativement facilement, ce que je vous propose c'est de le créer comme un donjon. Et c'est ce que le plan qui est à droite justement. Donc on va avoir le crime qui entoure tout le problème. Et ensuite, chacune des petites zones qui est ici par exemple, correspond à une pièce. Dans cette pièce, chaque pièce est une scène qui va contenir un ou plusieurs indices qui permet de monter d'un étage. Donc par exemple, si on fait des recherches sur les amis, par exemple, de la personne qui a été tuée, ça va nous permettre de remonter à l'avocat. L'avocat, si on arrive à l'interroger, etc., ça va nous permettre de comprendre qu'il y a un gardien qui protège l'horreur. En général, dès qu'on découvre le gardien, on découvre l'horreur qui va avec. Et donc, du coup, l'avantage de ce système, c'est que les joueurs peuvent entrer dans ce donjon par n'importe quel côté. Donc, ils peuvent savoir qu'il y a un crime, faire des recherches, arrêter les recherches, partir sur l'exploration de la scène, enfin de la victime, qui était la victime, pourquoi, comment, découvrir qu'il y a un bras droit, etc. Ou partir par ses contacts, quels sont ses amis, etc. Et donc, il peut entrer comme ça par plusieurs biais, et ils peuvent avancer, par exemple, contact, ils vont sur le pseudo-boss, ils réussissent pas à trouver l'indice, ben, c'est pas grave, ils peuvent passer par victime, remonter par bras droit et finalement y arriver. Et ensuite, nous avons les petites cases qui sont ici, attaque. Alors ça, c'est un petit peu particulier, puisque ce sont des cases où vous allez ranger des petites rencontres, des petites bastons très légères. Pas forcément baston d'ailleurs, mais en tout cas quelque chose qui va être un conflit d'une manière ou d'une autre. Et qui vont vous permettre de faire avancer vos joueurs si jamais, par exemple, la partie est en train de durer trop longtemps, ou qu'ils galèrent à trouver un indice et vous n'avez pas envie de les laisser en plan. En tout cas, ça sert à ça, ça sert à leur permettre d'avancer. Chaque attaque va permettre, après qu'elle se soit faite, de grimper directement d'un étage. Donc par exemple, l'attaque qui est ici, s'ils mettent trop de temps à faire la recherche et qu'ils ont raté toutes les autres cases, vous pouvez leur lancer l'une des attaques qui est ici ou ici, et comme ça ils peuvent grimper d'un niveau et découvrir l'avocat ou découvrir le sbire, enfin vous les faites arriver sur n'importe quelle case entre ces trois-là, et comme ça ils peuvent continuer l'aventure. Ensuite, le gardien et l'horreur. Alors le gardien et l'horreur, c'est assez simple. Le gardien, ça va être ce qui va protéger ou qui va être l'instigateur de toute la campagne, et l'horreur, ça va être finalement le vrai problème du scénario d'enquête. Ça peut être aussi l'objet à trouver tout simplement, c'est pas forcément un truc monstrueux. En tout cas, c'est ce qui va vraiment résoudre le problème, parce que tuer le tueur ne va pas forcément résoudre le problème. Il y a par exemple tout simplement le commanditaire. Donc le gardien ce sera le tueur et le commanditaire ce sera l'horreur. Donc voilà comment faire pour votre scénario d'enquête. Et enfin, le scénario héroïque. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Joseph Campbell et de la théorie du monomythe ou le voyage du héros. C'est quelque chose qui est relativement connu maintenant et qui est souvent discuté par les cinéastes, entre autres. C'est un plan en 12 étapes qui permet de créer un scénario de quête initiatique du héros qui va se transcender, dépasser la mort et vaincre le mal absolu, etc., etc. Donc ça se goupille comme ça, j'ai fait un léger résumé et regroupé certaines thématiques pour aller un peu plus vite. Donc on a l'introduction, donc comme d'habitude, c'est la présentation des différents personnages et l'appel à l'aventure. Donc, ce qu'on entend par l'appel à l'aventure, c'est du coup la définition de la problématique et il faut que chaque personnage ait une raison, une envie de le faire. Alors normalement, dans la structure narrative du monomythe, il est censé y avoir la petite ligne « Le héros refuse l'appel de l'aventure ». Mais on est dans un jeu de rôle. Si les joueurs refusent l'aventure, il y a un problème de base.
Du coup, on zappe ça. Donc on va avoir le mentor qui guide et fournit une aide. Alors je précise, le mentor, ça va être quelqu'un qui connaît un petit peu, qui est capable de donner des indices, qui est capable de fournir des objets magiques par exemple, mais, en- mais c'est son seul rôle en fait. Il viendra pas aider les héros, parce que par exemple il est mort, ou parce que n'importe quoi, genre Gandalf par exemple, c'était le mentor, et puis bah, il a fini mort, il est tué par le Balrog. Ensuite, on va avoir le passage du seuil. Donc là, c'est le premier vrai boss que vous allez mettre en face de vos joueurs. Avant ce boss, c'est encore la vie paisible. Après ce boss, c'est l'aventure, avec un grand, très grand A. Il faut que ce boss soit marquant. Il faut que ce boss montre bien que ça y est, c'est fini, on ne revient pas en arrière. Ensuite, on va voir la partie typique de toute aventure, les différentes épreuves que vont traverser les joueurs, les différents alliés ou personnages neutres qu'ils vont rencontrer. Ils vont rencontrer différents ennemis, etc. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est open bar. Ensuite, on va voir l'approche de la caverne. C'est une petite allégorie. C'est pour dire que vous arrivez pas très loin de l'épreuve ultime, du moment où vous allez affronter le vrai boss. Donc là, il va y avoir en général une petite étape de préparation. Ils vont essayer de se stuffer, ils vont essayer de se renseigner, de faire du repérage. Ensuite, on va voir l'épreuve suprême. Ils affrontent la mort et le désespoir. Donc là, c'est le moment où vos personnages pensent avoir perdu. C'est important parce que c'est le moment où finalement vos joueurs vont pouvoir se relever et montrer qu'ils en ont un petit peu dans le 1 et commencer à dépasser le stade finalement de simple mortel et se placer en tant que héros. Ensuite, on va voir la partie de la récompense. Donc là, c'est le moment où ils vont battre le méchant et récupérer ce qu'ils veulent éventuellement récupérer. Donc là, c'est dit retour avec l'élixir. L'élixir, c'est pas forcément un objet, hein. C'est par exemple une connaissance, c'est par simplement le simple fait d'avoir sauvé le monde, tout simplement. Ensuite, on va voir le chemin du retour après la récompense. Donc là, ils vont revenir chez eux. Mais ils vont revenir chez eux en étant beaucoup plus forts. Et peut-être en étant poursuivis par les sbires du méchant. Je prends par exemple le cas de Naalbuck. Ils ont volé la statuette de Gladelforin et sur le chemin du retour, ils sont embêtés par les sbires. C'est la même chose. Ensuite, on va avoir la partie de résurrection. Donc là, c'est le moment où un petit peu, des personnages peuvent éventuellement réellement mourir à ce moment-là, mais en tout cas, c'est le moment où ils vont être consacrés en tant que héros aux yeux du monde. Et enfin, le retour avec l'élixir, où ils changent le monde grâce à leurs actions. Donc là, typiquement, c'est le moment où tout le monde découvre qu'ils ont effectivement tué le grand méchant. Ils l'ont remercié dans la phase de résurrection, puis ensuite, dans le retour avec l'élixir, eh bien, le monde change, le monde devient plus beau, plus joyeux, les plantes vertes et tout ça. Et enfin, on attaque le dur, le truc qui va sûrement le plus aussi vous aider. Mes petits conseils d'écriture et comment vous pouvez, en utilisant ce qu'on a mis au-dessus, comment vous pouvez écrire votre scénario. Alors, j'ai plusieurs méthodes. Je vous propose déjà une méthode graph. C'est une méthode que j'ai découverte il y a quelques années, qui est vraiment, je trouve, excellente, et qui peut être collaborative, très important. Donc dans cette méthode, en fait, vous allez créer des organisations, vous allez pouvoir créer des joueurs, des PNJ, et ensuite vous allez pouvoir faire des liaisons amis-ennemis. Donc là, par exemple, chaque case, un petit peu comme ça représente une organisation. Les ronds bleus, ce sont les joueurs, et les ronds violets, ce sont les PNJ. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, évidemment. Et ensuite, vous choisissez un certain nombre de traits. Par exemple, mettons, vous dites, voilà, je veux 3 traits par PJ et 2 traits par PNJ. Donc, vous partez 3 traits sortants, hein, je précise. Donc après, vous définissez par exemple, je veux 2 traits verts, un trait rouge. Donc 2 traits verts, ça veut dire deux amis, et un trait rouge, ça veut dire un ennemi. Et ensuite, vous créez votre maillage de relations. Vous pouvez faire ça plus ou moins au pif, c'est pas très grave. Et ensuite, ça vous permet très rapidement, finalement, d'avoir un scénario qui sera bien plus complexe, qui sera bien plus attrayant pour vos joueurs, puisque il va y avoir beaucoup plus d'occasions de RP. Regardons par exemple ici, Lucan, qui est un joueur. Il aime bien le royaume de Tangra, mais Ash le guerrier, il ne peut pas le saquer. Donc peut-être que Ash le guerrier a commis un meurtre dans le royaume de Tangra et du coup il est en conflit avec. Mais Lucan, lui, il n'y a pas de problème. Ça va créer tout ça à un moment de RP forcément, puisque quand ils vont aller au royaume de Tangra, il va se passer des choses. Donc en tout cas, ça c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vraiment complexifier et rendre le truc encore un peu plus intéressant. Alors ensuite,
Au niveau de l'introduction des personnages, je sais que c'est un truc qui pose souvent problème aux MJ plus ou moins débutants d'ailleurs. C'est comment faire pour que les joueurs puissent démarrer l'aventure. Qu'est-ce que je dois commencer à faire en premier pour les joueurs, j'entends, pas au niveau de l'écriture. Alors pour ça, je vous propose 4 méthodes qui ont largement fait ses preuves. On a le début immédiat stress, ça veut dire que les joueurs ont accepté la mission directement. Donc par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, vous vous êtes rencontrés tandis que machin vous a recruté pour protéger sa caravane, et du coup vous êtes en route pour aller à telle ville. Voilà, ça c'est un milieu immédiat stress, les joueurs n'ont pas eu le choix, mais après ils auront effectivement le choix plus tard sur est-ce qu'ils veulent quitter la caravane, est-ce qu'il se passe des choses ou pas. Mais en tout cas, c'est le moment où c'est comme ça qu'on va démarrer l'aventure. Vous avez déjà placé les joueurs dans une situation précise. On va avoir un début par scène d'action. Bon là, c'est pas compliqué. En général, ça commence par un bon vieux combat et les joueurs se rencontrent dans cette phase de combat. Donc du coup, ça va aussi les aider à se faire confiance rapidement puisqu'ils vont s'entraider et découvrir aussi ce que chacun peut faire. Ensuite, vous pouvez partir sur l'idée que chacun se connaît. Et donc là, vous demandez à vos joueurs de faire un BG commun, c'est-à-dire de faire en sorte que dans leur BG, les différents personnages se connaissent, soient amis ou ne peuvent pas se piffrer, hein, comme ils veulent, mais en tout cas finissent par par être liés entre eux. On peut éventuellement le coupler avec le dernier point, c'est-à-dire le même objectif. C'est-à-dire que ça c'est pour motiver les joueurs à accepter votre scénario. Vous pouvez leur demander, par exemple, de choisir une succession de traits ou simplement de mettre dans leur BG une raison pour laquelle ils vont faire telle aventure. Ou pour la raison tout simplement pour laquelle ils vont faire l'aventure. Et une fois que vous avez ces objectifs-là, bah, vous pouvez soit essayer de les agréger pour dire, bah, en fait, lui, il veut tuer il veut tuer par exemple celui qui a tué sa grand-mère, et puis lui, il veut retrouver tel objet, et bah, le méchant, il a tué la grand-mère, et puis il a l'objet. Donc du coup, les deux joueurs vont forcément être s'allier pour combattre le méchant. C'est un exemple. Ou alors les deux joueurs peuvent directement partir du principe que, bah, du coup, s'ils se connaissent, ils se connaissent, et ensemble, ils veulent trouver le meurtrier de la grand-mère. Je sais, l'exemple est nul, mais c'est pas grave. Ensuite, petit conseil au niveau du background. Quand vous écrivez vos personnages, alors que ce soit joueurs ou personnages non joueurs, mais plutôt personnages non joueurs, on est plus côté MJ, essayez de faire des BG qui soient brefs, concis, précis, c'est-à-dire le plus court possible, avec des phrases qui sont le plus impactantes possible. Le but, c'est que vous puissiez facilement retrouver vos PNJ et en mettre plusieurs par fiche, de manière à pouvoir facilement et très rapidement savoir qui il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses caractéristiques. Pour ça, le plus simple, c'est de compartimenter le background, c'est-à-dire vous faites un petit bout, voilà, donc ça c'est le mental, ça c'est le physique, ça c'est son histoire, ça c'est machin, ça c'est bidule. Vous essayez au maximum de faire un truc qui soit le plus clair, le plus lisible possible. Toujours dans cette même idée, essayez de mettre des mots-clés un peu plus en avant. Donc si c'est des feuilles papier, bah, vous surlignez, vous mettez un coup de stabilo, je sais pas, mais il faut que ça flash un peu plus pour que simplement d'un simple coup d'œil sur vos notes, sans même lire, vous puissiez avoir les informations, ce qui est très pratique quand vous avez besoin d'interagir rapidement avec vos joueurs, plutôt que de faire une pause en plein milieu. Et ensuite, un conseil qui est extrêmement important, et qui arrive un petit dicton que je dis souvent, c'est qu'un bon BG, c'est un BG à trous. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas comment dire, il faut laisser des zones d'ombre, il ne faut surtout pas les combler. Si un élément que vous développez dans le BG ne sert à rien dans le scénario, eh ben, ça ne sert à rien de le développer. Donc par exemple, si mettons, vous avez créé un capitaine de garde et sa famille s'est fait tuer par un monstre il y a longtemps, et ben voilà, sa famille s'est fait tuer par un monstre il y a longtemps, et ça suffit, on s'arrête là. Peut-être que ce sera développé plus tard. En fait, le but, c'est de pouvoir vous laisser, comme vous avez entre parenthèses là, une amorce pour de nouveaux scénarios. Peut-être qu'on va explorer ce pourquoi. Et du coup, vous aurez des idées à ce moment-là. Mais au moins, vous ne vous bridez pas en avance de qu'est-ce que c'est. Et ça vous évite aussi de vous casser la tête à faire un truc gigantesque pour finalement que ce ne soit jamais exploré. Ensuite, et c'est le dernier point, le format d'écriture. Alors je vous propose ça. Voilà comment en tout cas j'écris mes PNJ. Donc je fais en général une petite case à gauche, ici. Donc alors, éventuellement un portrait hein, si vous êtes sur PC, où je mets un rappel très rapide des stat blocks du PNJ, donc c'est-à-dire toutes ces caractéristiques qui vont vraiment me servir
pour lui. Donc si c'était un PNJ, par exemple là c'est un guerrier, donc j'ai mis ses compétences guerrières, mais si c'était un PNJ avec plus de compétences, bah, j'aurais mis plutôt ses compétences en avant. Bref, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus dans ce PNJ. Et ensuite, on a la partie PG, donc vous voyez, c'est court. Bon, là, c'est un lorem ipsum, donc on s'en fout. Mais j'ai mis en gras les passages qui, moi, me paraissent le plus importants et qui vont forcément m'attirer l'œil tout de suite. Hop. Et ensuite, je vous avais parlé d'une écriture rapidement. Je vous avais parlé d'une écriture par scène. Alors moi, c'est quelque chose que je fais très souvent. C'est que je choisis donc un moment dans l'histoire et je le développe en tant que scène. Une scène, c'est pas forcément juste dans un bureau, hein. C'est tout un lieu, par exemple. Donc ici, on a le port de Tangra. Donc c'est-à-dire que c'est tout le port de Tangra qui est concerné. Donc on va avoir une description courte de ce qui s'y passe, de l'ambiance, des enjeux qui vont y avoir. Faut vraiment que ça dépasse pas 3-4 lignes, hein. Comme ça vous permet, vous, en tant qu'MJ, de savoir où vous allez, mais en même temps de laisser suffisamment de part à votre imagination pour résoudre les différentes actions. Ensuite, vous allez avoir éventuellement une liste de PNJ qui seront importants, avec les différentes relations qu'ils pourraient avoir, les différentes créatures que vous pourriez y rencontrer, et les différents objets importants qu'il pourrait y avoir. Alors là, vous pouvez créer du coup autant d'items, un petit peu comme ça, que vous voulez. L'important, c'est que ce soit par mots-clés, que ce soit court. Et ensuite, ici, différentes notes que vous pourriez mettre, que ce soit avant la partie, avec idée que vous n'avez pas pu caser, ou simplement notes après partie, pour vous dire, bah voilà, en fait, dans cette partie-là, les joueurs avaient fait ça, j'avais pas prévu. Et du coup, pour les prochains scénarios, quand je me relirai, je pourrais le prendre en compte. Et hop, toc. Et enfin, avant de terminer tout, un dernier petit point que je vous conseille aussi de faire, c'est que quand vous écrivez, alors je ne l'ai pas mis sur une case, ça ne servait à rien, désolé. C'est que quand vous écrivez vos différents scénarios et que vous mettez en place un problème, mon vrai conseil, n'écrivez jamais, et je l'insiste, jamais la résolution du problème. Pour une raison simple, c'est que comme ça, vous laissez vos joueurs la possibilité d'inventer leur propre solution. Et ce sera à vous, sur place, au moment, à l'instant, de juger finalement si c'est plausible, c'est faisable. Et ça évite de vous emprisonner dans une solution qui va dire être définitive et qui va empêcher finalement toute inventivité de la part de vos joueurs. Je sais que certains MJ ont tendance à rester figés sur le scénario et c'est quelque chose qu'il faut éviter. Merci beaucoup. C'est assez fourni, assez intéressant. Il y a pas mal de choses à voir. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de développer le truc ou si vous voulez des précisions sur un moment qui a été abordé, mais peut-être pas fait en détail ou un peu trop vite. Oui. Et si jamais vous n'avez pas trop de questions, dans ce cas, je vais passer à la phase où on va faire directement le scénario en live, si ça vous tente. Non, a priori, ça va. Les gens ont l'air OK. Alors c'est parti. Du coup, allons-y pour le cas pratique. Pour des raisons de simplicité au niveau de la présentation, on va partir sur l'idée que c'est un one-shot. C'est important parce que sinon, si on part sur une idée de campagne entière, on va galérer. Ou alors, on peut partir sur une idée de campagne comme c'est vous qui voyez. Une campagne ou un one-shot. One-shot, très bien. Ouais, sur le Discord, ça répond plus rapidement, forcément, parce qu'ils ont plus en direct. Eh oui. Très bien. Est-ce qu'on fait un scénario d'aventure, d'enquête ou un scénario héroïque? Un scénario d'enquête, donc. Quel thème allons-nous aborder? Déjà, est-ce qu'on est dans un monde de science-fiction, médiéval, fantastique, horreur, tout ça? Faites-vous plaisir, balancez un maximum d'idées, et on va en prendre, mettons, 5. Phoebus qui propose médiéval, ça tombe bien, c'est mon domaine de prédilection. Médiéval horreur, ça a l'air de partir dans ce sens. Eh bien écoutez, je pense qu'on va partir sur une médiéval horreur, donc ça nous fait 2 sur 5. Qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre dans le scénario? Des poules. Oui, on peut. Des poules de la mort. Chicken of Death. C'est tout à fait possible. Des MVV. Mort-vivant, je suppose. Là, il va y avoir pas mal d'idées, je pense que il va falloir que tu choisisses. Alors voyons voir. Je laisse encore un petit peu de temps des fois qu'il va lui mettre d'autres idées. Les poules ont l'air de plaire, Johnny. Ok, donc on va mettre des poules, ça c'est sûr. Donc un scénario médiéval, médiéval, pas forcément fantastique d'ailleurs. Horreur avec des poules. Bon, s'il y a des morts vivants, clairement on est sur du fantastique alors. Fantastique. Bon bah on a les 5 en fait.
Donc, ok, un médiéval fantastique horreur avec des poules mort-vivantes. Ça va être. Je vous rappelle qu'on fait un scénario d'enquête, hein. Mais bon, d'accord, très bien. Vendu pour ça. On va aller dans la structure, hop, on va aller dans l'enquête. C'est parti. Alors, vous me facilitez pas la tâche quand même avec vos idées un petit peu cheloues. Alors, bon, l'introduction, on va zapper ça. Au niveau des indices, alors on va créer la chose avec un peu moins de pièces que ça. Du coup, le crime, ça va être... Ah, ça y est. Donc, nous avons un magicien qui est en train de créer une armée. Alors, sous le préalable, ça va être un scénario style Nullbuck, hein, c'est très très con. Déjà, des poulets morts-vivants, c'est très con. Donc, nous avons un nécromancien qui a décidé de se créer une armée, mais comme il n'a pas accès au cimetière parce qu'il n'a pas payé la taxe, il a décidé de créer une armée de poulets morts-vivants. Et bon, bah, mine de rien, des créatures mort-vivantes, ça reste quand même très dangereux, et si tu fais ça avec une armée de poulets, ça peut foutre un sacré boxon. Et évidemment, tout le monde se fout de sa gueule. Donc, le but, c'est de trouver ce fameux nécromancien et lui régler son compte. Et pour ça, il y aura eu plusieurs meurtres de fermiers qui du coup avaient des poulets. Donc ça va être un indice, les poulets. Donc du coup, on va pouvoir déjà ici compléter le gardien, c'est le nécromancien. L'horreur, c'est une armée de poulets. Le crime, ça va être donc différents fermiers. Donc celui qui va nous intéresser, ça va être par exemple le 6e fermier qui est mort. Mettons. On va l'appeler Jean, parce que j'ai pas d'idée pour les noms. Donc Jean est mort. Du coup, sur la scène du crime, on va par exemple, il va y avoir, donc ça va être une scène, hein. Il va y avoir les différents enquêteurs qui vont être sur place, les PJ qui vont arriver. Alors, on va résoudre tout de suite le problème de l'introduction. Pourquoi les PJ sont appelés Eh bien, mettons, on va partir du principe que les PJ font partie de la garde, tout simplement. Dans ce cas, on aurait un début, une medias res, ou on pourrait faire un début différent. On pourrait dire que l'un des on pourrait dire que l'un des PJ, son frère ou un ami ou un cousin, bah, c'était Jean. Hop. Du coup, bref, il y a plein de raisons, et c'est pour ça qu'ils vont outrepasser la garde ou faire partie de la garde et s'en occuper pour faire l'enquête. Parce que c'est important d'expliquer pourquoi les joueurs s'en occupaient et pas la police. Du coup, sur la scène du crime, ce qu'ils vont trouver, ça va être déjà l'absence des poulets. Alors qu'il y a il y a un énorme poulailler, il y a plusieurs, on va dire 200-300 mètres de poulailler, enfin de rayons, de poulailler, et il n'y a plus un seul poulet. Que fait la police de cet univers? Mais pas grand-chose. C'est vraiment pas facile avec des poulets, putain. Du coup, il n'y a plus aucun poulet, ce qui va permettre de remonter à un vendeur de poulets. Donc là, on passe de la scène du crime au vendeur de poulets qui est ici. Le vendeur de poulets qui, lui, va dire qu'il y a quelqu'un qui lui achète tout le temps des poulets en ce moment. Et ça va permettre de remonter au gardien. Alors là, je précise, hein, sur la petite structure narrative pour l'enquête, ici, il y a 2 étages, hein, mais votre donjon, vous pouvez lui mettre 150 étages si ça vous fait plaisir, hein, parce que chaque étage va juste augmenter la difficulté, enfin, la longueur de l'enquête. On va rester sur 2 étages parce que c'est plus court, hein. Donc du coup, scène du crime, il n'y a plus de poulet, ça nous remonte au vendeur de poulets, qui nous dit qu'il y a un mec qui achète plein de poulets, on va voir le mec, c'est le gardien, on découvre l'horreur, terminé, on a trouvé. Ça, c'est le chemin direct. S'ils explorent pas la scène du crime ou qu'ils ne découvrent pas qu'il manque les poulets, il faut qu'ils entrent par plusieurs endroits. Donc ils peuvent aller enquêter chez les autres victimes qu'il y a eu. Et en découvrant chez les autres victimes, ils vont peut-être faire le lien avec l'absence de poulet, qui va leur permettre finalement de grimper ici. Ou ils peuvent découvrir qu'ils ont tous discuté avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le bras droit du méchant. Et mettons, le bras droit du méchant, c'est Francis, un guerrier mort-vivant. Mais il cache sa nature de mort-vivant parce qu'il a honte. Il n'assume pas. Et donc, du coup, en s'occupant de ce bras droit, on peut remonter au gardien. Ensuite, ils peuvent aussi faire des recherches avec les différents rapports de police qu'il y a eu. Et là, donc peut-être qu'ils vont faire le lien avec l'absence de poulet ou peut-être pas. Peut-être que les policiers sont complètement incompétents. C'est souvent classique. Et donc, il n'y a pas le lien avec les poulets.
Mais dans ces cas-là, au moins, ils vont pouvoir remonter, ou ça peut être une dead end. Et on peut partir sur, ouais, on va partir sur ça. On va imaginer que notre donjon, c'est pas un carré, mais un triangle. Donc il n'y a que 3 entrées. S'ils font des recherches, ça sert à rien. Parce que la police n'a pas fait son travail. Au niveau au niveau de, on va dire, de la partie du haut, on va dire que ouais, ils peuvent avoir des contacts. Si vous avez une idée, je suis preneur. Qui pourrait connaître le Jean? L'ancienne famille. Allez, on part sur ça. Donc, du coup, la famille, son ex. Et ben voilà, son ex, c'est donc son ancienne famille. Parfait, on part sur ça. Donc, ils vont voir l'ex de Jean, qui en a gros sur la patate et qui n'est pas du tout Jean. Et c'est elle qui l'a vendu au méchant, au vrai méchant, donc au nécromancien. Parce qu'elle s'est dit, bah, puisque de toute façon il m'a quitté, et ben je le préfère mort, comme ça personne ne l'aura. Son MJ. Donc comme ça, voilà, si c'est pas elle qui l'a, personne ne l'aura et elle décide de le tuer. Peut-être que c'est même la meurtrière en réalité. Donc du coup, ça va nous faire remonter au pseudo-boss, qui va être le meurtrier, donc peut-être que c'est la même personne et on zappe une étape, ou peut-être pas, et dans ce cas, elle a commandité le meurtre auprès de cette personne-là, qui l'a buté pour le compte du gardien. Mais du coup, ça pourrait être une fausse fin, donc c'est pour ça que c'est un truc genre pseudo-boss ici. C'est que, bah voilà, on a tué le meurtrier, donc finalement, on a résolu l'enquête. Et en fait, c'est une fausse fin, puisque bah, les meurtres vont continuer. Donc, en tout cas, ce pseudo-boss va nous permettre éventuellement, si on arrive à discuter avec lui, si on arrive à découvrir ce qu'il a fait des poulets, très important, on pourra dans ce cas-là remonter au gardien et à l'horreur. Ensuite, au niveau des petites attaques qui sont ici, il faut compléter. Les petites attaques, ça va être le nécromancien. Alors, pour les 4 classes qui sont à l'intérieur, c'est le nécromancien directement qui agit, donc il va envoyer des poulets attaquer. Ce qui va très, très rapidement révéler qu'il a des poulets morts vivants et donc permettre de remonter instantanément à lui. Ici, on va avoir quelques petites attaques. Donc là, par exemple, ça va être ici les attaques de l'assassin qui est là. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu le principe, c'est que donc là, les poulets qui sont ici, ils vont pouvoir révéler la présence du gardien instantanément. Ici, l'attaque du pseudo-boss, du coup, en le butant, on va forcément, c'est comme si on arrivait directement à cette case-là, instantanément, ce qui va nous permettre de pouvoir monter à cette case-là. Et puis globalement, nous avons notre structure pour l'enquête. Ce qui veut dire que nous avons aussi notre scénario. Il n'y a plus qu'à écrire ça sous forme de scène pour chacune des cases du donjon. Écrire des petites notes là pour chacun des petites cases d'attaque. Donner des BG à chacun des personnages et puis on a fini. Est-ce que ça vous a plu? Il y a Bolovin là qui dit que il n'a pas vu bouger les trucs quand tu disais ici. Mais Ah, alors oui, il y a un décalage entre le Discord ouais, de 23 et secondes. le Twitch, ça c'est sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Moi, ça me donne envie de le jouer ce scénario. Comme je vous ai dit, un scénario, si on a les bonnes structures, on peut les créer extrêmement, extrêmement rapidement, hein, une fois qu'on sait faire. Ouais. Après, il y a toute la difficulté de savoir le maîtriser, d'être à l'aise sur quelque chose que t'as pas poncé pendant des heures. Mais ça, c'est notre problématique de maîtrise, quoi. Mais Oui, mais de toute façon, il faut bien comprendre que ce que j'entends moi par scénario, c'est vraiment la structure narrative de ce qui va se passer. Tout ce qui va être à l'intérieur, c'est ce que je considère comme étant finalement un petit peu du détail, entre guillemets. Ça va être les BG de chacun des personnages. Ça va être les raisons exactes de chacun des protagonistes. Et c'est ces trucs-là qu'il faut creuser davantage pour ensuite pouvoir le maîtriser plus facilement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va avoir des scénarios qui finalement vont avoir une saveur différente. Pour expliciter mes propos, si on regarde le scénario de Star Wars, entre le 4 et le 7, tout le monde a globalement dit ouais, c'est le même scénario. Parce que les grands points, les gros couloirs d'étranglement du scénario étaient globalement les mêmes. Certains événements étaient aussi les mêmes. Mais si on regarde les raisons de chacun des personnages et ce qui s'est passé, c'était pas la même chose. Et c'est ça ce que je veux dire par une saveur différente. Bon, je dis pas que le 7 était bien, loin de là. Mais en tout cas, voilà, c'est avec un même scénario et en changeant simplement les ingrédients qui sont à l'intérieur, on peut aboutir à quelque chose de différent. il y a il y a Xavi qui demande sur Twitch si jamais tu voulais bien laisser accès au slide, au PDF quelque part. Oui, je peux tout à fait le fournir. Il faudra juste que je le télécharge d'abord. Il y a Y8 qui dit que des MJ vont émerger avec cette conférence. Eh bien, je t'avoue que j'espère. Parce que je suis quasiment, comme je l'avais dit au tout début, tout le temps MJ. Ce qui veut dire que j'ai envie d'être joueur. Donc, s'il vous plaît, écrivez des scénarios
Devenez MJ. Vous allez voir, c'est bien. Il y a Phoebus qui pose une question intéressante quand même là, c'est comment tu fais pour est-ce que tu prévois quelque chose pour t'assurer à l'avance que le scénario il va être ni trop long ni trop court et qui va bien correspondre au format que t'attendais quoi et que les joueurs attendaient, Alors, que ce soit pour un euh, shot ou une campagne. alors pour ça, finalement, c'est en réalité pas si dur. Quand j'écris une campagne, ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter les enjeux. Ce qui va permettre de pouvoir les distiller en plusieurs scénarios. Donc du coup, ça permet bel et bien de construire une campagne. Si par exemple vous définissez un enjeu complètement malade, genre par exemple dans le Pathfinder ou Donjons et Dragons, l'objectif c'est de détruire la Tarasque, alors que vous commencez niveau 1, on se doute bien que ça va être une campagne complète qui va se créer, avec tout un tas d'actions que vous allez pouvoir faire. Et on partirait a priori dans ces cas-là sur un schéma héroïque. Ce qui veut dire qu'on va avoir une phase, une fois que la problématique sera posée, où on va avoir les épreuves, alliés, ennemis, et c'est là où finalement le gros du scénario va se goupiller. Et c'est en fait avec cette structure mentale que vous allez faire, ou que vous allez écrire d'ailleurs, que vous allez pouvoir définir si ça va être une campagne ou un scénario. Pour gérer ensuite, parce que la question en fait finalement est en deux temps, hein, il y a comment savoir quelle taille on va créer réellement à la fin. Euh, il y a aussi la question du timing. Est-ce que on peut savoir à l'avance si un scénario va durer 4 heures ou va en durer 12? Eh bien oui, on peut le savoir avec le nombre de scènes que vous allez écrire. Typiquement, quand moi j'écris un scénario, alors après ça correspond à ma façon de maîtriser les parties, mais en général, au bout de 7-8 scènes, je dépasse les 4 heures. Et j'inclus les combats dedans, parce que je suis quelqu'un qui aime bien mettre des combats, histoire de varier le rythme. Mais en tout cas, voilà, c'est en fonction du nombre de scènes, qui sont à peu près équivalentes en termes de temps finalement, que j'arrive à savoir si un scénario va durer quel temps. Ce qui me permet rétroactivement de diminuer certaines scènes ou d'en réaugmenter d'autres pour tomber sur le bon timing. C'est pour ça que je suis quasiment jamais en retard d'ailleurs sur mes parties. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Donc votre façon de maîtriser va peut-être aboutir à des scènes plus ou moins longues pour vous, qui ne seront différentes des miennes. Donc le seul conseil que je peux vraiment vous donner, c'est faites des tests. Essayez de voir comment vous maîtrisez vous par rapport à ce type d'écriture. Peut-être que même le type d'écriture que je vous ai montré ne vous correspond pas, hein. En tout cas, c'est un bon début. Et essayez de voir combien de temps dure à peu près chaque scène pour ensuite pouvoir jongler avec ça. En fait, moi, je maîtrise pas, mais comme tu en parles là, ça me rappelle vraiment cet exercice de tu dois prendre un texte par cœur et le présenter. Et en fait, quand tu l'apprends, tu sais pas encore à quelle vitesse tu vas te débiter, tu sais pas combien de temps ça va durer. Et c'est que en force de t'entraîner, d'avoir l'habitude de réciter des textes que tu vas trouver ton rythme et savoir évaluer combien de temps ça va te prendre Alors, pour une scène. tout à fait, c'est vraiment assez proche de ça. Alors après, j'ai pas une grande expérience de ce que tu proposes, enfin, de ce que tu dis, parce que moi, en général, je n'écris jamais de texte. J'écris juste les grands points clés, par exemple sur la présentation que j'ai faite là. Euh, Tout ce que j'ai dit, je l'ai pas écrit. Il y a uniquement la présentation que vous avez vue et tout le reste est sorti en live action. Ok. Donc du coup, c'est comme ça que moi je connais mon temps par rapport à ma connaissance de moi-même. Mais voilà, après ça dépend vraiment de chacun comment vous gérez la chose. C'est vraiment quelque chose qui est intime en fait, hein. On peut pas dire ce scénario-là il dure 4 heures. Je pense que la table 1 du premier Rollin l'avait bien montré. Pour certains ça dure 4 heures, mais pour d'autres c'est forcément un peu plus long, c'est plus difficile à prévoir. Mais c'est quand même quelque chose que un MJ peut jongler avec en réalité. C'est subtil, mais on peut jongler avec. Quand tu écris un nouveau scénario, tu ne te dis jamais que le sujet est trop banal, trop vu et que ça risque de pas plaire. Euh, alors, quand je commençais les premières écritures, si, ça m'arrivait. Maintenant, plus du tout. Parce que j'ai compris une chose, c'est que banal, c'est pas forcément mauvais. Parce que ce qui va vraiment changer tout le sel de votre scénario, ça va être finalement vous. Donc le MJ qui va mettre tout ça en scène, les joueurs qui vont être dedans, c'est ça qui va vraiment complètement transformer votre scénario et le rendre unique. Donc même si le scénario, entre guillemets, est un petit peu cousu de fil blanc, bon, pas trop quand même, hein, mais si par exemple le sujet est banal, bah, c'est pas forcément grave. Tout dépend de la manière dont vous allez l'amener, tout dépend de la profondeur que vous allez mettre sur chaque PNJ, tout dépend des interactions que vous allez amener. Il faut pas avoir peur, mais vraiment pas,
d'amener des choses que vous connaissez, ou de prendre des sujets, une base qui soit un petit peu classique, et ensuite de la pimper un peu. Faut vraiment pas avoir peur. Ça y est, t'as vendu tes services. Il y a Chabi qui demande quand est-ce qu'on joue le scénario des poulets. Il y a Philippe, il y a Volement qui veut jouer avec toi. Ah bah malheureusement, je n'ai pas forcément un temps illimité, mais ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir en tout cas. Et j'essaierai de réécrire le scénario du coup des poulets tueurs. Je, je- je l'écrirai et puis je vous le partagerai, je pense. Cool. Et ben, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bah, je vois Phoebus qui est en train d'écrire. Si c'est une question, peut-être la prendre, et puis sinon, Ah bah. oui, bon, je te on- laisse. Ah, le recadrage. C'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître vraiment difficile, mais c'est pas si dur que ça. En fait, comme la structure que vous avez écrite finalement n'est pas quelque chose de figé, puisque vous avez mis finalement assez peu de texte, et que vous avez des PNJ qui sont écrits avec aussi juste les points clés, vous pouvez assez facilement jongler avec ça pour pouvoir ramener vos joueurs sur les rails. Donc si je prends ton exemple de joueur qui décide de partir à la pêche pendant 2 heures, eh bien, tu peux tout simplement leur. Enfin, après, je ne sais pas quel est le scénario qui est à côté, hein, parce que il faut vraiment l'adapter avec le scénario, mais tu pourrais leur faire faire une rencontre lors de la pêche. Tu pourrais déclencher un événement pendant cette pêche qui sont en rapport avec ton scénario et qui permet éventuellement de les remettre sur les rails. Après, il y a aussi quelque chose que tu peux faire, c'est comment dire, le sentiment d'engagement. En fait, si tu fais en sorte que tes joueurs soient engagés dans ton scénario, il est assez peu probable qu'ils dévient. Donc, c'est vraiment la question de l'engagement qui est importante. Alors, justement, sur ça, il y avait un bout de la présentation qui avait été faite. C'était sur l'introduction des personnages. Et c'est vraiment à ce moment-là que beaucoup d'éléments vont se jouer. Et il enchaîne avec la question comment on les engage. Ben justement, c'est vraiment avec l'introduction des différentes parties que ça va se faire. En gros, vos joueurs vont avoir des BG, des historiques, avec une histoire et tout ça. Et en sortant, genre des poulets morts-vivants qui sortent du lac. Et oui, tout à fait. En fait, comme ils vont avoir des BG, ils vont avoir une histoire, etc. L'idée, c'est de lier cette histoire à votre scénario. Donc, comme vous n'avez pas non plus écrit un truc gigantesque pour le scénario, vous n'avez pas fait 8 pages, vous pouvez assez facilement faire ces liens. Et si vous utilisez la méthode graph que je vous ai montré, c'est encore plus facile, puisque du coup, par la simple création de cette méthode, finalement, vos joueurs sont déjà liés à l'histoire. Et donc, il est déjà encore moins probable qu'ils dévient d'eux-mêmes. Il y a même plus de chances qu'ils suivent le scénario sans même s'en rendre compte. Moi, je me pose aussi la question de là, au final, genre tes joueurs là, ils vont à la pêche et ça les éclate en fait. Et à un moment, si passer 2 heures à pêcher dans un scénario qui a rien à voir, ça les éclate. Moi, alors j'ai jamais maîtrisé, hein, je sais pas, hein, mais en fait, j'ai presque envie de les laisser faire s'ils s'abusent. Oui, oui, on peut aussi les laisser faire. Après, ça À dépend de... complètement changer. Alors, c'est peut-être un peu dingue parce que toi, t'as passé toute une non, 24 heures à préparer un scénario qui est pas du tout exploité, mais ça, c'est mais pas tu encore pourrais trop très bien grave. t'amuser à pêcher, quoi. C'est pas vraiment trop grave. En fait, si vous êtes dans le cadre d'une campagne, donc c'est-à-dire avec plein de scénarios qui se suivent, c'est pas grave s'ils partent 2 heures pêcher. Parce que voilà, ils avaient peut-être envie de faire une petite pause dans la partie un petit peu dure, etc. Par contre, si c'est un one shot, ouais, c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué. Mais bon, bah, si ça les éclate dans le cadre d'un one shot, bah, c'est pas grave au pire. Euh, Change complètement ton scénario à la volée, puisque a priori, s'ils sont en train de pêcher, c'est que t'as pas grand chose à faire en tant que MJ, donc du coup, tu peux te permettre de prendre 10 minutes pour modifier ton scénario, puisqu'on a bien créé un scénario en 10 minutes, donc vous pouvez largement, pendant qu'ils pêchent, recréer un scénario autour de la pêche, et ça peut passer. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, on partirait plutôt sur un scénario ouvert, hein, comme je disais lors de la présentation. Quel impact on veut que les joueurs aient sur le scénario et à quel point on veut qu'ils définissent eux-mêmes leurs objectifs. Et ça, c'est ce qui va modifier la manière dont vous allez raconter l'histoire. C'est hyper intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Un plaisir. Et bien du coup, je crois que nous allons arrêter là.